Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, Patrick Duché nous parle de Miles Davis. Il commence une nouvelle saga. Son titre, c'est La Transition. Catherine Desormières évoque Rachel Cusk, romancière et essayiste, invitée du festival Le Goût des Autres. Quant à Annie Drogou, elle interviewe Nelly Kaplan d'Assonville, adepte des Encres Noires, l'association qui est notamment l'auteur du festival Le Polar à la plage. Musiculte saison 3, c'est la Miles Davis Electric Story en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1, La Transition. Miles Davis n'a eu de cesse de renouveler sa musique et de renouveler le jazz au sens large. Constamment en quête de reconnaissance, il a d'abord cherché l'adoubement de la communauté afro-américaine à New York à la fin des années 40, puis la reconnaissance de ses pairs musiciens. Par la suite, il frayera avec le rock et la variété et s'imposera auprès du grand public. À ce sujet, une anecdote restée célèbre dans son autobiographie rédigée avec l'aide du poète Quincy Troupe, publiée en 1989. Se rendant en limousine à la Maison-Blanche pour un dîner de gala organisé par Nancy Reagan, une dame lui demande ce qu'il a fait pour mériter un tel honneur. « Eh bien, aurait répondu Miles, j'ai changé le cours de la musique 5 ou 6 fois. Et vous ? » Avec l'album Kind of Blue sorti en 1959, il crée le chef-d'œuvre du jazz dit modal. Il passera du statut de personnalité du jazz à celui de star dans les années 70 avec la reconnaissance du monde du rock. Il inventera du reste le jazz rock, puis posera les bases du jazz fusion, tout cela en l'espace de moins de 10 ans, de 68 à 75, avant de vivre une éclipse puis de réapparaître encore plus fort en 1981, pour, in fine, atteindre le statut de superstar et d'icône. Néanmoins, sa période la plus intéressante, à mes yeux, est celle dite électrique. En effet, elle se trouve au carrefour de multiples événements, tant musicaux et sociaux que politiques et historiques. Carrefour que Miles Davis n'a pas loupé, notamment en publiant en 70 l'album Bitches Brew, monument discographique qui dépasse le seul jazz. Mais revenons un peu en arrière. Au milieu des années 60, Miles est fatigué. Il éprouve de grandes difficultés à retrouver la forme physique, ayant régulièrement abusé de diverses drogues. Néanmoins, il a monté un premier quintet historique en s'entourant de jeunes musiciens prometteurs. Wayne Shorter au sax, Tony Williams à la batterie, 17 ans à l'époque, Herbie Hancock au piano, sans oublier Ron Carter à la basse. Pendant ces années-là, Miles pressent que quelque chose est en train de se passer. Le rock est en pleine mutation, Dylan s'est électrifié, le funk pointe le bout de son groove et de ses paillettes avec Sly Stone,
et Jimi Hendrix est en passe de devenir une icône. Conscient qu'une lame de fond est en train de monter, Miles saura anticiper tous ces changements, les synthétiser et se positionner aux avant-postes alors que la new stuff, à savoir le free jazz, est en train de bousculer les codes traditionnels du jazz. Il sera aidé dans sa démarche par son producteur, Théo Macero, mais devra constamment lutter pour imposer ses idées à sa maison de disques Columbia. Première incursion vers l'électricité avec l'album Miles in the Sky, enregistré entre janvier et mai 68. Miles in the Sky marque une transition avec ses albums précédents. Herbie Hancock joue du piano électrique, Ron Carter passe provisoirement à la basse électrique, et Miles accueille un jeune guitariste nommé George Benson sur le titre Paraphernalia. La transition n'est pas que musicale, elle intervient aussi dans l'emballage, à savoir la conception artistique des pochettes, jusque-là terrain réservé de la seule maison de disques. Miles n'aura de cesse de pousser sa vision, il imposera ainsi sa femme, Frances Taylor, sur l'album ESP en 65, puis Cicely Tyson sur Sorcerer en 67, et enfin Betty Mabry sur Fille de Kilimanjaro en 68. On doit la pochette, disons, ésotérique de Miles in the Sky à Victor Atkins, un peintre expérimental et designer new-yorkais. Elle représente ce que j'apparente à des couches du noyau terrestre dans des teintes orangées, jaunes et rouges sur un fond bleuté. On ne pense pas immédiatement à un disque de jazz, mais l'œil est irrémédiablement intrigué. Miles va adopter une attitude de plus en plus provocante, pas seulement sur scène, mais aussi à la ville. Ainsi, il s'achète une Ferrari 275 GTB avec laquelle il sillonne les rues de New York à vive allure. Un mot sur Betty Mabry, que Miles épouse en 68. Bien que leur mariage n'ait duré que 1 an, celle-ci est à l'origine d'une profonde mutation chez le trompettiste. Betty va l'initier au funk et au rock, transformer sa garde-robe, le pousser à adopter une coiffure afro et ira même jusqu'à lui souffler le titre provoquant de Bitches Brew, le brouet des putes. Il assistera avec elle à l'enterrement de Jimi Hendrix. Le glissement vers l'électricité va se poursuivre avec Fille de Kilimanjaro, le dernier avec Ron Carter, qui n'acceptera pas d'abandonner sa contrebasse. La musique de Davis va se simplifier, il va permettre à ses musiciens de donner libre cours à des improvisations, à jouer moins de notes, less is more, voire à imaginer la musique entre chaque espace rythmique. Play what's not there, leur répétait-il. Sur le morceau titre Nefertiti, sorti en 67, Miles fait répéter à l'infini le thème central par son sax Wayne Shorter et se contente de jouer à l'accompagnateur.
l'épisode 2, il sera question de la recherche du silence. D'ici là, bonjour chez vous. 10 minutes chronique. Le 20 janvier prochain commence le festival Le Goût des Autres. Parmi de nombreux auteurs invités, il ne pouvait y avoir de temps dans 10 minutes chronique que pour une seule d'entre eux. Ce sera Rachel Cusk. Le 23 janvier à 16h30, nous pourrons rencontrer Rachel Cusk à la Galerne, essayiste et romancière britannique, née en 1967, qui a publié son premier ouvrage en 1993. Avant de la connaître, il aura fallu attendre 2007, date de la traduction de son 6e livre, enfin traduit en français. C'est alors que nous avons croisé son esprit incisif et son talent incroyable à pénétrer dans l'esprit de ses personnages. Elle sera donc au Havre en ce mois de janvier pour parler d'un essai paru en Angleterre en 2001 qui fit scandale et qui a été publié en français il y a 1 an aux éditions de l'Olivier. Son titre, L'œuvre d'une vie, devenir mère. Mais aujourd'hui, c'est le livre qui nous a fait connaître Rachel Cusk, il y a 15 ans, que je vais présenter. Arlington Park. En 8 chapitres, c'est le récit de la journée de femmes trentenaires, mères de famille, de la classe moyenne aisée d'une banlieue résidentielle en Angleterre. Un récit féroce où se dévoilent les pensées de mères enchaînées à leurs enfants, leur maison, leur mode de vie. Rachel Cusk, sans y ajouter le moindre jugement, pointe le mal-être de vies ancrées dans un quotidien de façade où l'esprit tourne en rond. Ainsi plongée dans les activités de Juliette, Amanda, Christine, Maisie, nous les suivons dans la comédie qu'elles jouent les unes envers les autres. Très peu d'hommes apparaissent, ou bien en creux, et ce sont leurs maris. Dans ce cercle très étroit de relations, surplombant les divers moments de la journée, s'occuper des enfants, se retrouver entre femmes, préparer un dîner, s'imposent leurs sombres pensées, les monologues intérieurs sur ce qu'elles sont en train de vivre, leur sourde désolation de ne pouvoir être ce qu'elles voudraient être, c'est-à-dire plus sûres d'elles et plus sophistiquées. C'est comme une infinie lamentation d'où il ressort que la seule solution ce serait d'échapper à leur rôle de mère, d'épouse, de tout ce qui les contraint. Elles ne voient dans leurs enfants que de petits êtres encombrants. Leurs maris leur sont devenus des étrangers vaguement menaçants. Elles se sentent jugées et humiliées par la société. Elles voudraient autre chose. Mais quoi? Pour aller où? Leur rêve n'est pas de construire une autre vie, mais d'échapper à ce qu'elles vivent. Le premier chapitre du livre place le décor. Il pleut sur Arlington Park. Ce sont 6 pages magnifiques de pluie, tellement évocatrices qu'elles ne quitteront plus l'imaginaire du lecteur. La pluie tomba sur Arlington Park, tomba sur ses avenues vides et ses haies bien taillées, sur ses écoles et ses églises, sur ses rues et ses jardins. Elle tomba sur ces places victoriennes en hémicycle avec leurs fenêtres sombres, sur ces rangées de maisons à baies vitrées, sur ces propriétés géorgiennes, derrière leurs grilles, sur son labyrinthe de rues proprettes où les maisons à un étage étaient peintes de jolies couleurs. Elle tomba joyeusement sur la pelouse noire et désertée du parc, sur ses sentiers et ses buissons nets. Elle cogna, nettoyant les trottoirs, lavant les égouts à grande eau, tambourinant sur le toit des voitures en stationnement. Toute la nuit, elle tomba, jusqu'à ce que, avec une nouvelle intensité, juste avant l'aube, elle déverse une cascade rugissante sur les maisons, comme si elles étaient projetées contre les fenêtres sombres. Sous ce ciel plombé, les mères emmènent leurs enfants à l'école, bataillent avec les poussettes des plus petits, tout en imaginant avec lassitude la suite de leur journée. Cependant, pour distraire leur morosité et parce que c'est ce qui se fait, elles tentent d'instaurer une forme de vie sociale avec d'autres mères. Aujourd'hui, les femmes qui attendaient devant l'école sous la pluie avaient semblé perdues, déboussolées. Pour la première fois, son invitation à prendre le café avait éveillé leur intérêt, ou du moins généré silencieusement la possibilité de l'obéissance.
Elle avait dit qu'elle serait de retour à Western Garden à 10 heures, et elle avait vu l'information pénétrer leur vision du jour à venir. Elle avait acheté des pâtisseries dans la Grand-Rue. Dans leur luxueuse maison de style géorgien, elles se sentent étrangères, parce que responsables aux yeux des autres de leur intérieur censé les représenter, en tant que femmes de goût, alors qu'elles ne maîtrisent pas ces lieux qui n'ont été créés que pour être vus. C'est alors qu'on sonna à la porte. Derrière les fenêtres à meneaux, elle les voyait debout sous la pluie. Elles étaient 4. « C'est vraiment joli !» s'exclama Christine Lanham quand Amanda ouvrit la porte. Dans l'entrée, elle prit leur manteau, leur sac et leur parapluie mouillé. Elles extirpèrent leurs pieds de leurs chaussures tachées d'eau boueuse, dangereusement ornées de feuilles trempées. C'était un travail salissant, la lutte incessante pour maintenir la séparation entre l'extérieur et l'intérieur. « C'est joli, n'est-ce pas ?» fit Dinky Smith, haussant les épaules de plaisir. « Ravissante maison !» ajouta-t-elle, entrant dans la cuisine. « Quelle cuisine énorme !» s'exclama Sally Gibson, entrant à la suite de Christine et Dinky. À cet instant, Amanda sut que sa cuisine était trop grande. Elle n'aurait pas cru la chose possible, mais en y entrant, alors elle sut que c'était vrai. Ils avaient cassé jusqu'à ce qu'ils aient créé non de l'espace mais du vide. Ils étaient allés trop loin. Personne ne leur avait dit d'arrêter. Le cœur du roman est ce que l'on pourrait appeler une virée de filles. Où ça ? Au centre commercial de Marywood, à 5 kilomètres. Les hordes de hauts rayés et de petites vestes, de robes vides, de pantalons aplatis et de t-shirts spectraux customisés étaient pareils au contour d'une existence vécue, pareils au contenu d'un musée commémorant une époque révolue, de rapports humains rudimentaires, de péripéties sociales si passagères et spontanées que personne n'avait pris la peine de venir les étoffer. Ils étaient pendus là avec leur design pointilleux et suggestif, à l'abri de l'ombre, tandis qu'une bruyante musique les tenait dans son instant perpétuel de consommation synthétique et que dans le centre commercial, bruissant d'échos et inondé de lumière, des gens allaient et venaient sans but, comme s'ils traversaient les champs du purgatoire. Cet épisode à la fois hilarant et cruel révèle un constat acide, ravageur, au-delà du cliché femmes entre elles. Cette sortie ne ressemble qu'à une plongée dans la laideur, l'insignifiance, mais elle comble un vide, ce besoin d'exister à travers les autres, avec d'autres semblables. Peu importe qu'essayer des robes dans le temple de la consommation soit bien loin de la définition du bonheur, si l'on veut y croire. « Je m'amuse comme une folle, dit Christine. Je veux dire, nous sommes toutes tellement responsables, non ? La plupart du temps, nous sommes tellement bien, non ? Nous sommes de si bonnes épouses et de si bonnes mères, et nous nourrissons sainement nos familles. Nous emmenons nos enfants à leurs leçons de piano, nous arrangeons nos maisons à la perfection, et parfois on a juste envie de s'amuser, non ? Parfois je me dis, mon Dieu, je pourrais juste laisser tomber tout ça. Je pourrais laisser tomber tout ça autour de moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle se tourna d'un côté et de l'autre dans une robe chemisier d'un violet grinçant, fermée dans le dos par de petits cordons. « En fait, dit Stéphanie, c'est très joli. » Christine consulta un instant le miroir. Ce roman, Arlington Park, que l'on qualifie spontanément de féministe, a toutefois un côté ambigu. Rachel Cusk y introduit un problème de classe. En cela, la féministe se double d'une sociologue. Ces femmes ne sont pas frivoles ou futiles, leur souffrance est réelle, leurs déroutes, leurs naufrages sont terribles. On le comprend grâce à leur monologue intérieur, mais on décèle dans leur façon d'être en société qu'elles n'ont ni les clés, ni l'assurance de celles qui se sentent à sa place. Elles sont flottantes, elles veulent ressembler à ce qu'elles imaginent d'une classe sociale à laquelle elles ont accédé par leur mariage. « Nous avons beaucoup de chance », poursuivit Christine. Avant de rencontrer Joe, j'étais du genre à manger de la salade de fruits en conserve et à acheter de la piquette allemande pour les invités. Nous étions le style de famille qui prend tous ses repas devant la télé. Maman jouait au loto tous les jeudis soirs. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas quelqu'un de formidable, ajouta-t-elle, en entrant avec la poussette à l'intérieur d'une boutique dans le sillage de Stéphanie. C'était quelqu'un de formidable. C'est toujours quelqu'un de formidable, bien qu'elle lève souvent le coude et qu'elle ne veuille pas entendre parler de ses petits-enfants. Prise trop vite par la maternité et toutes les charges d'une femme au foyer,
elles n'ont pas eu le loisir de réfléchir au code d'un environnement qu'elles idéalisent. Et elles sont dans l'incapacité de critiquer ces codes, les rejeter, les combattre. Confusément, elles le sentent, mais n'ont pas le temps pour cela. Elles n'imaginent même pas qu'il existe d'autres vies pour les femmes que celle à laquelle elles sont aliénées. Alors elles miment ce qu'elles croient être bien de faire, sans y parvenir. Elles en souffrent, ce qui les rend souvent agressives, mesquines. La fin du livre, comme une apothéose catastrophique, raconte le dîner organisé par Christine. Or, laisser pénétrer le monde extérieur dans leur foyer devient un cauchemar, que ce soit pour une simple invitation à prendre un café ou un dîner, tout doit être parfait. Et c'est terrifiant. Était-ce de cela qu'il était question quand on parlait de l'inégalité des sexes ? Était-ce cela le front, la ligne de bataille ? Elle n'avait jamais vu son père ne serait-ce que cuire un œuf. Mais sa mère n'avait jamais tendu la pelouse ni réparé les placards de la cuisine non plus. Christine n'avait jamais cru bon de faire le tri, alors que tout lui semblait être du pareil au même. Mais maintenant elle se demandait si ce n'était pas exactement cela qui vous maintenait à votre place, cette acceptation des choses, de sorte que vous tourniez continuellement en rond et n'arriviez jamais nulle part. Si vous acceptiez les choses, où aller quand elles devenaient inacceptables ? À qui le dire ? Il fallait de la place pour le changement. Il fallait de la place pour l'imprévu. N'oubliez pas, 16h30, dimanche prochain, à la Galerne, rencontre avec Rachel Cusk. À dimanche. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au lycée Claude Monet en compagnie d'un professeur. Oui, je suis Nelly Dassonville, professeure de lettres. J'ai enseigné dans des collèges et des lycées à Paris, en Haute-Marne et maintenant en Normandie. Et là, j'ai pris le relais d'une collègue d'anglais, Madame Fauvel, qui avait envie de poursuivre le travail entamé avec les encres noires. Elle est partie à la retraite et donc j'ai pris un petit peu le relais de son travail. Et votre parcours ? Alors mon parcours, donc j'ai fait des études à la Sorbonne Paris 4, après des études d'architecture que j'ai abandonnées. Et là, j'enseigne à la fois à des élèves de première et aussi des étudiants en BTS au sein du lycée. Excusez-moi, pourquoi ce changement ? Alors en fait, j'aime beaucoup l'art, les arts, mais je me suis rendu compte en faisant des études d'architecture que les livres, la littérature me manquait beaucoup. C'est la raison pour laquelle je l'ai retrouvée plus tard. D'accord. Alors vos activités ? Alors, au sein du lycée, donc, je m'occupe d'ateliers théâtre, d'improvisation théâtrale. Nous accueillerons aussi en juin 2022 des ateliers d'écriture dans le cadre du festival Polar à la plage. Et puis, mon rôle au sein des Encres Noires, c'est de faire connaître le concours jeune, à la fois auprès des collégiens, des lycéens, mais aussi des enseignants, puisque ce concours est ouvert évidemment en français, mais aussi en italien, en allemand, en anglais, en chinois, et nous proposons aussi aux candidats de se lancer dans des vidéos. Donc voilà, plusieurs formats sont possibles. Avez-vous déjà reçu des dossiers ? Alors pas encore, parce que la date de réception des dossiers, c'est au mois d'avril 2022. Donc en général, j'avoue que je reçois les dossiers un petit peu la dernière semaine avant la date limite. Est-ce que vous pouvez nous parler des Encres Noires et de cette association ? Oui, alors les Encres Noires vont fêter leurs 20 ans d'existence. Alors c'est un groupe qui est relativement modeste en nombre. Moi, quand j'ai rencontré les Encres Noires, je croyais qu'ils étaient très très nombreux, vu qu'ils sont très présents pour le festival et pour des opérations au cours de l'année. Et au final, c'est un petit noyau de personnes, d'anciens enseignants, des enseignants, mais aussi des personnes qui aiment la photographie, des passionnés de littérature et d'écriture. Donc ce sont des profils assez variés.
C'est une association qui a pour but à la fois de promouvoir le noir, donc il y a des rencontres avec des auteurs à la renommée nationale mais aussi internationale, et puis de garder un contact avec les lecteurs. Donc il y a de nombreux ouvrages qui sont proposés dans les bibliothèques du Havre et de la région, et les lecteurs peuvent voter pour un ouvrage qui sera primé l'année suivante. Et leur action se trouve aussi dans ce fameux concours. Voilà, le concours permet de faire connaître la littérature policière à des jeunes qui ne la connaissent pas forcément. Et puis, il y a des amorces. Donc, les écrivains primés de l'année précédente rédigent un petit texte qui permet aux élèves d'écrire, de se lancer, soit en français, soit dans une autre langue, soit sous la forme d'un vidéo ou d'un photomontage. Et en général, ils aiment bien ce côté créativité, se lancer dans un univers qui est un peu loin des contraintes scolaires. Il y a aussi des photos, je crois. Voilà, les photos sont possibles, tout à fait. C'est assez libre, on peut choisir plusieurs amorces. Il y a aussi des photos qui sont en général des photos un petit peu insolites ou avec un climat qui donne envie de savoir qui est le personnage, quel est ce décor mystérieux, position d'un corps sur la plage. Et c'est le déclencheur pour imaginer une histoire. D'accord. Et d'autres projets à part le polar? Alors, au sein du lycée, nous avons le projet d'un concours d'éloquence. Donc, nous essayons de proposer ça à partir du mois de janvier 2022 aux élèves. Alors, en priorité pour les élèves de première, puisqu'ils préparent maintenant le grand oral, mais ça peut aussi intéresser les élèves de toute série, de toute section. L'idée, c'est de les former à l'expression orale, soit à l'interne, par le biais d'exercices et de pratiques théâtrales, soit à partir d'un sujet. En général, il s'agit d'un proverbe ou d'une réflexion philosophique sur laquelle on va s'exprimer pendant 8-10 minutes de façon éloquente et de façon à montrer ses compétences, à prendre la parole. Vous formez des futurs avocats? Alors oui, le but c'est d'être capable de faire travailler son imaginaire, de travailler aussi sur l'empathie, quelles sont les émotions, les sentiments que je peux développer, que je peux faire ressentir à mon public, et puis surtout d'oser. Des élèves ont souvent beaucoup d'idées, mais ont du mal à les partager ou préfèrent en parler en petits groupes. Là, l'idée c'est de les propulser sur une scène où ils auront un public plus large. Sinon, quelles sont les autres actions des Encres Noires? Il y a le concours, il y a le comment dites-moi, sur la plage, oui, le festival Polar à la plage avec des dédicaces des différents ouvrages, il y a des conférences, il y a un repas au restaurant qui permet justement aux lecteurs de rencontrer leurs auteurs favoris. Il y a des rencontres aussi au niveau du studio, il y a tout un aspect aussi autour du cinéma. Il y a des photographies qui sont primées aussi chaque année, donc c'est aussi l'occasion de décliner la littérature policière et le polar sous différentes facettes, avec concours photo également, et concours de nouvelles qui s'adressent aux adultes. Et qu'en est-il des rendez-vous à l'Hôtel de Ville et la Galerne? Alors la Galerne, elle est aussi partenaire du festival, et puis l'Hôtel de Ville a souvent accueilli la remise des prix. Cette remise des prix qui a lieu en général en juin sera cette année anticipée au mois de mai, et je l'espère, donc ça fait partie d'un de mes rêves, associer mes élèves du théâtre d'improvisation pour rendre cette remise des prix plus vivante et proposer en direct une création d'improvisation autour du thème du polar. Et ça se passera où cette fois-ci? Alors, ça se passera au lycée pour la partie remise des prix. D'accord. Il y a aussi, pour le concours, alors, c'est des créations de décors, des choses comme ça? Alors, le principe de l'improvisation, c'est de tout créer à partir des joueurs. Donc, nous n'avons pas d'accessoires, nous n'avons pas de décors, nous n'avons pas de costumes. Ce sont les gestes, les corps des joueurs qui permettent de créer tout cela. Donc, s'il faut faire la tour Eiffel à 6, eh bien, on va faire une pyramide humaine ou évoquer un cabinet dentaire. On va le faire en mimant à la fois les chariots, le siège, la lampe, et il n'y a pas d'accessoires extérieurs. Donc c'est vraiment un gros travail d'imaginaire et de créativité. Et puis de mime. Et puis de mime, bien sûr. Avez-vous des rêves?
Alors oui, mon rêve, c'est de casser en quelque sorte les murs, de faire en sorte que la diffusion se passe plus largement. Avec l'épisode Covid, on a eu vraiment des participants qui sont plus autour de la région havraise et des alentours. Mon rêve, ce serait de retrouver l'investissement au sein de la Normandie, la région normande, et pourquoi pas sur d'autres régions, puisque nous avons eu certaines années des envois de textes qui ont été rédigés par des élèves de toute la France. Donc j'aimerais bien retrouver finalement cette ouverture sur l'ensemble du territoire. Et ça semble difficile. Alors paradoxalement, ça pourrait être plus facile avec les réseaux sociaux, avec des modes de communication rapides, mais il y a peut-être une difficulté à s'investir ou à aller jusqu'au bout du projet. En général, les élèves aiment bien le début, mais il faut aussi se relire, retravailler, corriger, et ça c'est souvent plus ingrat et plus long, et c'est parfois à ce moment-là qu'on en perd certains. Et vous recherchez aussi à avoir des liens avec les élèves du théâtre. Voilà, l'idée c'est que ce que nous faisons en théâtre d'improvisation puisse aussi apporter quelque chose à ce festival Polar à la plage, et on peut très bien imaginer des improvisations avec une ambiance, une arme, un suspect, et sans problème on pourra essayer de faire vivre le polar devant le public. Un peu comme un jeu de rôle ? Oui, c'est ça. Votre place dans la culture ? Alors, moi j'essaye d'être une passeuse, d'être quelqu'un qui propose, qui fait découvrir. Alors c'est vrai que je suis ici associée à la culture générale et à l'expression pour les BTS, ça donne un petit peu le vertige. Mon idée, c'est de susciter la curiosité, de proposer des œuvres que les élèves ne connaissent pas forcément. Et si j'arrive à toucher dans un groupe une personne, quelque part, j'ai atteint mon objectif. Parfois, les rencontres sont étonnantes. Ce sont des étudiants qui vont réagir, être émus face à un film, face à une visite d'une maison, la maison de l'armateur, les baraquements à Gonfreville-Lorcher. C'est pas forcément là où on les attend. Donc, je pense que ce qui est important, c'est garder l'effet de surprise. Et tout est possible. Les élèves vous surprennent. Oui, par exemple, quand on est allé à l'habitat provisoire à Gonfreville-Lorcher, ils ont vraiment été très respectueux et très émus par le témoignage des gens qui ont vécu sur place. Et ils ont adoré voir ce décor de petites chambres, de comprendre comment les enfants jouaient dans un espace réduit avec souvent des familles très nombreuses. Et ça leur a permis parfois de relativiser leurs problèmes, puisque évidemment ils sont d'une autre teneur que ceux des enfants des années 50. Votre définition de la culture ? Alors pour moi, la culture, c'est ce qui nous touche, ce qui est en nous, ce qui nous porte. En particulier en ce moment, je trouve que les livres, les films, les tableaux, les morceaux de musique sont vraiment très importants et parfois nous permettent de nous connecter et de garder espoir dans une période qui n'est pas toujours évidente. Vos adresses ? Alors, pour me joindre, donc mon adresse professionnelle, c'est nelly.caplan, CAPLAN, @ac comme académie -normandie.fr. Avez-vous autre chose à ajouter ? Je vous remercie de m'avoir laissé la parole, et puis j'espère que l'année 2022 sera une belle année pour les Encres Noires, puisque ce sont les 20 ans de l'association. Donc nous espérons une belle fête et de belles rencontres à cette occasion. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée en studio par Mathieu Le Chevalier. Je vous rappelle donc la tenue de la 11e édition du festival littéraire Le Goût des Autres, du 20 au 23 janvier 2022. Vous savez que ce festival fête cette année ses 10 ans sous le signe du secret. Secret de famille, si présent dans la littérature, secret des sources, si cher aux journalistes et si essentiel aux médias, secret des dieux, secret d'État, secret services et agents secrets pour les passionnés d'espionnage, secret d'alcôve, secret de fabrication, petit secret, etc. et secret de polichinelle, nous dit la présentation. À bientôt, consultez notre site, rejoignez-nous, adhérez. Bonne semaine.